Patrick Adler, bonjour. Bonjour. Vous êtes né le 15 avril 1958. Une vraie... C'est une vraie. Quelques semaines avant Une vraie date de naissance. Une vraie date de naissance. Quelques semaines avant la publication de la Constitution de la Ve République. Et le jour où... le jour de la chute du gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre comme aujourd'hui. Ah, déjà. Voilà. Il n'y avait pas de Premier ministre et il n'y avait pas de président. Parce que c'était 15 avril, c'est également la chute de la flèche de Notre-Dame. Ah bon? Ah oui. Eh ben, je ne le savais pas. Et donc, Félix Gaillard, c'était pas le Premier ministre, c'était le président du Conseil, mais voilà. Et le lendemain de la création, ça va peut-être plus vous intéresser, d'une émission qui allait devenir culte, qui ne s'appelait pas encore comme ça, mais qui allait s'appeler Le Jeu des 1000 francs, et Formidable. Qui avait été créé par Roger Lanzac, à l'époque. Ah d'accord, parce que moi j'ai connu du temps de Lucien Jeunesse. Oui, à Boson c'était la fin, et à Marron, je crois que c'était pas Lucien Jeunesse. C'est possible. Si, Lucien Jeunesse, et après il y a eu Louis Boson, qui d'ailleurs était un type formidable, parce qu'il était un peu le factotum de Marlène Dietrich, jusqu'à la fin de sa vie. Exactement. Alors au départ, vous étiez voué à l'enseignement, vous avez même exercé pendant plusieurs années. Ouais, 8 ans. Mais vous avez rencontré le Godfather, le parrain, qui s'appelle toujours et qui est toujours bon pied bon oeil malgré les problèmes de santé, Michel Drucker, ouais. qui vous fait plonger dans le grand bain à Champs-Élysées, rien moins que les Champs-Élysées, en février 1989. Ouais. Alors que j'étais encore prof d'allemand. Alors vous étiez encore prof et vous avez encore exercé quelques années? Non, j'ai arrêté après. Ah, j'ai arrêté après parce que je me suis mis en disponibilité justement normalement pour passer le CAPES et j'ai jamais repris. Mais en parallèle, vous aviez fait 10 ans de chant lyrique. Ouais. Vous êtes, je ne sais pas si Internet dit vrai, mais vous êtes ténor léger. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est ce qu'on appelle second ténor, baryton Martin ou ténor léger, on va dire. Et puis pendant plusieurs années, alors vous êtes retourné en classe, mais pas en classe en tant que prof, mais la classe. À l'émission de Guy Lux. Émission culte. Pour rappel, on faisait autant que le journal télévisé, pour vous dire. C'était affolant, c'était 26-27% de part de marché. Ouais. Je me rappelle encore à l'époque, je disais, c'est incroyable. Ouais. Les gens disaient, on n'écoute pas les infos, on préfère vous regarder. Et à l'époque, il y a eu les deux groupes qui ont généré un maximum de vedettes par la suite, qui étaient d'un côté Bouvard, bien sûr, qui était avant nous, et après ça a été la classe. Exactement. Et après ça a été On ne demande qu'à en rire avec Ruquier. Il faut au moins lui reconnaître ça, parce que tous les jeunes actuels, enfin ceux qui bien après, je veux dire que c'est grâce à Ruquier. Quoi. Et alors justement, vous parlez de Ruquier, parce que vous l'avez bien connu, puisque vous avez 4 ans. été chroniqueur sur France Inter dans Rien à cirer avec Mission culte aussi. Ouais. Et puis vous avez été aussi, on s'en souvient peut-être moins, chroniqueur dans une émission qui s'appelait Les Bons Génies avec Patrice Laffont. Ouais, vraiment une émission formidable. Qui vient de nous quitter malheureusement il y a quelques semaines, quelques jours. On vous connaît aussi pour tous les One Man Show que vous avez fait à partir de 89. 90. Parce que 89 j'étais encore prof et justement mon premier truc c'était une limitation justement à 90. Ouais. C'est comme ça que je suis arrivé je crois dans ce métier-là en... fin 89, j'ai commencé à faire mes premières classes, entre guillemets, les premières émissions, et vraiment les spectacles, c'est 90. Alors à côté, vous avez participé à de nombreux films et de séries télé, et puis vous avez écrit votre premier livre en 2019, qui était, alors on vient de parler de lui, préfacé par Patrice Laffont, qui donc était un ami, et qui s'appelait à l'époque Impair et Passe. Qui s'appelait, vous avez raison de le dire, parce que maintenant il a été mis au pilon, et ça a été ma plus mauvaise expérience de vie avec un éditeur qui a voulu faire un coup pensant que j'étais connu et tout, mais peut-être que c'était là où on ne m'attendait pas, parce que c'est un livre assez sensible sur la maltraitance, sur ce que j'ai vécu pendant mon enfance, et du coup il n'a fait aucune publicité, il m'a dit le show business c'est vous. Donc il a fallu que moi je me débrouille pour trouver des émissions, ça a été le cas avec Télématin, avec comment dirais-je, avec Europe 1, avec Roumanoff et quelques trucs comme ça, mais sinon ça a été... Je me suis débrouillé pour trouver des salons du livre. Non, vraiment, j'ai été beaucoup et de ma poche et de mon énergie. Ça a été une expérience. C'est souvent galère. Vous avez également participé à plusieurs pièces de théâtre. Et puis alors, récemment, et c'est comme ça que aussi je vous ai recontacté, vous lancez un livre, ou une pièce, je ne sais pas bien, vous allez nous dire, qui s'appelle Je vous croyais mort. Non, alors c'est une pièce. En fait, c'est un seul en scène, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Mais c'est un seul en scène qui est parti d'une histoire assez marrante que je vais vous narrer dans quelques instants. Et alors, Patrick Adler, vous êtes bien vivant, vous êtes en face de moi, je vous le confirme, et je le confirme à nos auditeurs. Ouais. Et voilà, et donc on va pouvoir maintenant attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les... De Proust. Non, pas de Proust, je n'ai pas cette... Les phrases seront moins longues alors. Voilà.
Alors après cette présentation un peu succincte, bon, il y avait une erreur factuelle, mais je crois qu'Internet recèle de beaucoup d'erreurs, et notamment Wikipédia. Quelle erreur pour 89 89-90, ouais. Non, 89, en fait, c'est la première émission, donc 14 février 89. Après, il y a eu en juin les premières classes, j'ai dû faire une ou deux, parce qu'après, j'ai fait passer le bac, donc après, j'étais libre. Ça a démarré un petit peu en 89, mais par contre, pour les spectacles, oui, c'est vraiment 90. Bon, une grosse erreur. Alors avant que vous nous parliez de votre pièce, de votre seule en scène, je vais vous demander déjà, comme ça, spontanément, c'est quoi pour vous le bonheur ? Vous lui donnez quoi comme définition au bonheur ? Le bonheur, d'abord, c'est... je vais je vais enfoncer les portes ouvertes, mais avec ce vieil adage qui dit que le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Donc moi, si j'ai choisi d'être enseignant, si j'ai choisi après d'être artiste, en tout cas de faire de la scène, c'est vraiment parce qu'il y a un truc de transmission, quoi. Et transmettre le bonheur, transmettre le rire, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Donc moi, je suis un type assez heureux dans la vie. Je me fais pas trop d'illusions. Je pense que ce n'est jamais qu'un passage. Mais égoïstement, j'ai très envie que ce passage-là se passe le mieux possible. Donc c'est vrai que je ne m'embarrasse pas de scories, de choses qui vont me gêner. Et tout, surtout maintenant que je suis un jeune retraité, tout ce qui est contrainte, j'évacue. Donc le bonheur, pour moi, c'est d'être avec les autres, bien que je sois et célibataire et solo, et que j'ai vraiment de grands besoins de solitude, mais je suis quelqu'un de très très entouré. Hein. Je veux dire que j'ai aucun souci avec ça. Là, vous illustrez parfaitement le titre du podcast, Le bonheur c'est les autres. Ouais. Parce que souvent, je suis amené à expliquer ce titre, parce que c'est une riposte à Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, d'une part, et dire le bonheur c'est les autres, c'est pas vouloir dire le bonheur c'est tous les autres. Non, après c'est des affaires de choix. Voilà. Et que le bonheur, vous l'avez dit, c'est dans la transmission, dans le collectif, et c'est pas parce que vous êtes seul ou les solos que vous n'êtes pas par ailleurs. Oui, en plus de ça, moi j'ai besoin, je pense que c'est vital. C'est vrai, là par exemple, je suis entré dans un journal que vous devez connaître, qui s'appelle Tatouvu Magazine, et tatouvu.com pour la partie net, la partie informatique, numérique, et là c'est pareil, je vais voir des pièces tous les soirs, enfin en tout cas au moins 3-4 fois par semaine. Je chronique là-dessus et pareil, j'essaie de transmettre. Il y a toujours un truc, quand c'est pas moi qui suis sur scène, pour autant, ça m'empêche pas de faire partager des envies, des désirs, des goûts, des impressions. Pour moi, c'est encore de l'ordre de la transmission. Vous l'avez écrit dans votre livre, vous n'avez pas eu une enfance forcément facile, forcément simple. Mais quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface ? Alors, moi, comme disait Dolto, tout se passe dans les 3 premières années. Moi, j'ai eu cette chance inouïe d'être élevé par ma mère, ma tante et ma grand-mère. Donc, j'étais ce qu'on appelle un enfant roi. J'ai appris à lire très très vite parce que j'étais, je pense, un enfant, on va dire aujourd'hui, hyperactif. Et je m'amusais comme un petit fou jusqu'à l'arrivée de mon géniteur, enfin celui qui m'a reconnu à l'âge de 4 ans, parce qu'il était parti faire la guerre d'Algérie, il était apparemment marié avant, donc ça a été très compliqué comme histoire. Donc on lui a imposé l'enfant, et là les ennuis ont commencé, parce que j'étais un enfant absolument pas, comment dirais-je, voulu par lui, puis j'étais le responsable de l'adultère qu'il a dû payer cher auprès de son épouse. Puis il s'est marié avec ma mère, le divorce a été prononcé de son ex-femme. Donc ça a été un peu une partie de brasse-bouillon folcoche, quoi. J'ai joué Vipère au point à inverser. À ma façon, j'étais brasse-bouillon et folcoche c'était lui. Et ça a été très très compliqué comme rapport. Maintenant, paix à son âme, il est mort. Voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que l'enfance n'a pas été la meilleure partie de ma vie. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a des problèmes, j'ai dit non, mais attendez, tout ça c'était avant. Maintenant, moi c'est fini. Je ne vais pas continuer à prendre des coups sur la figure. Non, c'est... Vous avez dû passer par la case psychothérapie ou psychanalyse ? Oui, non, du tout. J'ai fait ça 1 an et alors c'est assez marrant parce que je suis quelqu'un qui maîtrise normalement le verbe, mais moi je suis surtout un type d'action. Je suis bélier ascendant Lion, donc je suis vraiment un mec d'action et c'est pas trop mon truc, la parlotte. J'aime bien aller à l'essentiel, ce qui ne m'empêche pas de lire parce que je suis je pense un bon lecteur et de m'intéresser, mais
autant peut-être ai-je le don de la maïeutique, de faire parler les autres que faire parler de moi. Bof. Je l'ai eu fait dans un livre, ça n'a pas été un succès. Le seul spectacle qui n'ait pas marché, c'est celui où je parlais de moi, qui s'appelait Adler à la poursuite du Hocher Vert, qui était un petit peu comment dirais-je, précurseur du livre qui paraîtra 20 ans après. Et à chaque fois, je me suis dit, non, quand tu parles de toi, mieux vaut le masque, quoi. Mieux vaut peut-être faire des imitations, se cacher derrière des personnages et raconter des histoires qui ne sont pas les vôtres. Enfin, quoique la dernière, c'est plutôt la mienne, mais je prends tellement de recul par rapport à ça, donc je pense qu'elle va mieux se passer. Mais c'est toujours il y a toujours une manière d'obscénité, voyez-vous, de parler de soi. C'est toujours délicat. Au nom de qui, au nom de quoi, je suis qui pour intéresser, et apparemment j'intéresse, mais bon. Mais c'est très compliqué. Je veux dire, moi, j'ai un rapport à moi qui est un peu compliqué. Enfin, au fait de parler de moi qui est assez compliqué. Alors, vous venez de dire que vous êtes un bon lecteur. Alors, si je vous demande c'est quoi le livre, ou éventuellement le film, ou la pièce de théâtre, mais vous en voyez beaucoup, ou bien encore l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile, et pourquoi? Alors, moi, j'ai fait la connaissance, pas physiquement, mais un jour, on m'a offert le Pavillon d'Or de Mishima, et j'ai adoré cet auteur, j'ai adoré cette plume, j'ai adoré cet univers qui est assez angoissant, mais qui est assez magique, ce qui m'a permis après, comme pour Thomas Mann ou Zweig, de découvrir toute l'œuvre de Mishima. C'est un truc c'est vraiment un auteur qui m'a marqué, surtout sous la fin, puisqu'il se fait harakiri devant toutes les télés du monde entier après avoir été prix Nobel de littérature. Mais c'est assez marrant que ce soit. Et dans les films, il y a juste par rapport à Mishima, vous diriez que c'est universel, ou le fait oui, c'est universel, ou le fait que ce japonais c'est important pour vous, et qu'il y a d'autres je connaissais absolument pas du tout la littérature japonaise. C'était pas mon truc. J'étais plus, comme j'étais prof d'allemand, j'étais plus versé dans la littérature allemande, bien sûr. Et évidemment la littérature française, un petit peu l'anglaise, mais j'avais pas spécialement. Et en fait, c'est une amie qui m'a offert le Pavillon d'Or. Et là, j'ai découvert ce type-là, j'ai découvert son histoire, j'ai découvert les codes japonais du samouraï, quoi. Ça m'a assez fasciné. Et après, j'ai lu. Je ne vais pas dire que j'ai lu tout Mishima, mais j'en ai lu beaucoup, en tout cas, de lui. Comme j'avais été passionné à un moment par Stefan Zweig, pour le théâtre, c'est un petit peu différent, parce que j'en ai tellement vu que je ne peux pas dire que je suis assez... Enfin, j'aime les choses qui me surprennent. Je veux dire qu'il y a alors évidemment, j'aime Feydeau avant tout, bien sûr, mais j'aime bien, j'ai vu des pièces très, très, très difficiles. Je vais beaucoup au théâtre de la Tempête, à Cartoucherie, et je vois des choses très, très intéressantes qui sont plutôt des sujets sociétaux, comme le mariage en Iran, etc., des choses comme ça qui m'interpellent beaucoup. Mais en tout cas, je suis très, très éclectique en théâtre, parce que je suis moins Et au cinéma, j'aime surtout Alors moi j'aime peut-être le décorum. C'est pour ça que je suis très Viscontien. C'est beaucoup plus que j'ai adoré Pasolini, mais je suis très Visconti, parce que je trouve qu'il y a quand même ou les films de James Ivory. J'aime bien les films en costume et tout. Je suis pas tellement sur les films bavards. Je trouve que le cinéma actuel est plus du cinéma de téléfilm, à part des choses qui m'auraient bouleversé, parce qu'il y a des films très intéressants. Par exemple, j'ai vu La salle des profs, un film allemand. J'ai vu également, comment dirais-je, Pas de vague aussi, avec François Civil, qui m'a beaucoup plu. J'ai vu pareil un film afghan, dont je me souviens plus de titre, mais j'aime bien les choses qui m'interpellent. Je suis pas tellement pour la gougouserie. Je ne vais pas, comment dirais-je, jouer la fine bouche. J'ai adoré De Funès, par exemple, c'est vraiment qui est pour moi un maître en la matière. Mais je suis pas. D'abord, je vais assez peu au cinéma parce que je vais énormément au théâtre. Donc, j'ai un peu. Je dirais que quand je vais 4 fois, 5 fois par semaine au théâtre, je vais 2-3 fois par mois au cinéma. Alors qu'avant, je bouffais le cinéma. Il faut dire que j'habitais à côté de la grande bibliothèque. Donc j'avais le MK2, mais là je pourrais tout à fait aller à Montparnasse. Puis j'ai un cinéma pas loin, qui est un cinéma surtout d'art et d'essai, qui est plutôt intéressant. Il faudra que j'y fasse un tour, parce que en fait vous me voyez ici, mais je viens juste d'emménager, il y a quelques mois. On précise qu'on est dans le 15e, à équidistance entre une grande bibliothèque et
le Saint-Lambert, qui est un cinéma... Ouais, qui est un cinéma d'arrêt d'essai. Connu en France. Ouais, qui est plutôt sympa d'ailleurs, parce que moi j'ai du monde qui va. Je suis allé pour l'instant qu'une seule fois, mais oui, comme c'est pas très loin, effectivement. Ouais. Patrick, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver dans la vie, sous-entendu pour être heureux? Ça va être compliqué. Je vais pas dire de la nourriture parce que je fais très attention maintenant par rapport à ça. Le sexe, c'est pareil, mais je trouve qu'il y a moins d'appétence avec l'âge. Avant, j'étais plutôt quelqu'un de... Sans être érotomane, je veux dire, j'étais chaud. Et là, c'est un peu moins. De quoi je voudrais pas me priver ni dans la bouffe, ni dans le sexe, vous étiez boulimique à une époque? Ah, j'avais un bon coup de fourchette, curieusement, parce que j'ai été très longtemps mince, et puis arrivé à la cinquantaine, j'ai commencé à faire mon poids, ma taille, et puis à 60 ans, je faisais beaucoup plus que mon poids, ma taille, et maintenant, c'est vrai que depuis un an, j'ai vraiment calmé le jeu, j'ai arrêté le sucre, enfin, j'ai vraiment fait gaffe, parce que tout à coup, comme j'étais je vais pas dire un grand sportif, mais j'ai eu un problème qui est un problème lié je dirais peut-être à mes origines bretonnes, c'est une coxarthrose des deux hanches. Vous savez, la hanche, c'est vraiment typiquement comment dirais-je, j'allais dire le talon d'Achille des Bretons. Et du coup, quand j'ai arrêté le tennis, où j'en faisais quand même 6 heures par semaine, Oui. ça a été terrible pour moi. Après, il y a eu la clope, donc j'ai arrêté la clope aussi. Et peut-être que j'ai un peu bouffé, quoi. Puis j'étais gourmand de sucre et tout. Et donc ceux dont vous ne voudriez jamais... Oh, c'est des miens de mes amis, surtout ça, quoi. De vos amis, de famille? Famille, non, je suis pas très famille. Moi, je suis pas très famille à part ma mère, mais Oui. on n'a pas des rapports avec mes frangins très. Mais vous savez, moi, j'étais en foyer de la DAS à l'âge de 12 ans. Ils avaient 6, 5 et 2 ans, donc je les connais pas très très bien. Et je pense pas on n'a pas j'ai pas des rapports. Vous n'avez pas développé une relation très fraternelle, ouais. non. C'est-à-dire qu'on est d'abord, on est tous assez éloignés les uns des autres. Et puis géographiquement, et puis en plus de ça, il n'y a pas d'intérêt majeur. Il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas de. On s'appelle pour les anniversaires et le nouvel an, quoi. Mais donc les proches, les amis, et puis le théâtre quand même. Ah ben le théâtre, oui, ça, le théâtre, là, ça, je veux dire que c'est ma passion, mais vous voyez, par exemple, je peux avoir des plages, là, par exemple, je vais partir 15 jours au soleil, vous voyez, donc je peux. Il y a des gens qui ne peuvent pas. J'ai des amis qui sont journalistes et qui sont à la retraite, qui sont tous les jours. Je vais prendre un exemple, Armel Elio, il est tous les jours au théâtre. Je crois qu'il n'y a pas un jour de la semaine où il n'est pas au théâtre, quoi. Et pourtant, il était retraité depuis très longtemps, quoi. C'est une de mes questions favorites. C'est quoi le mot de la langue française que vous préférez? Ou le mot auquel vous pensez instantanément L'amour. L'amour, parce que ouais, c'est vraiment quelque chose qui me... J'ai jamais... Alors je pense que j'ai pu donner beaucoup d'amour à un grand nombre. Je ne sais pas le donner à deux. Je suis très très mauvais dans une relation à deux, mais c'est sûrement en rapport avec mon enfance. Je suis peut-être assez méfiant, et puis j'ai pris des gadins, quoi. Des gadins amoureux assez sérieux. J'ai jamais fait de dépression parce que je pensais être un peu plus solide que ça. Mais à chaque fois, je rentre dans ma coquille. Ah oui, j'aime beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup parce que l'idée, oui, puis l'idée d'aimer, je trouve que c'est quand même formidable. Puis ça se décline à l'envie. Je veux dire, c'est l'amour des animaux, l'amour des trucs. Mais c'est pareil, je veux dire que je me préserve de tout. J'adore les chiens, mais tout le monde me dit pourquoi tu prends pas un chien et tout. Mais je dis parce que je pars sans arrêt, je voyage. J'ai sans arrêt une valise à la main. Je pense que je suis sans arrêt dans ma vie en fuite, ou alors, en tout cas, j'ai toujours eu une valise à la main, c'est incroyable. Je pense qu'effectivement, j'aurais pas pu tenir très longtemps en tant que prof, même si c'était assez sécurisant. Mais je pense que j'étais fait pour voyager, aller voir d'autres gens, d'autres contrées, d'autres cieux. Est-ce que vous doutez souvent en l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Moi, je suis sans arrêt dans le doute, hein. Je veux dire que moi, j'ai toujours très très peur des gens qui ont des certitudes. Moi, j'en ai pas, hein. Je veux dire que d'abord, je suis tracker, très tracker, malgré l'assurance qu'apparemment je donne vu de l'extérieur. Mais non, je suis quelqu'un de tracker. Je suis jamais certain de. Il y avait de Barre disait un jour de lui qu'il était un pessimiste actif.
moi, je suis exactement de ce type-là. Je suis quelqu'un qui avance sans savoir, forcément. D'ailleurs, la preuve, c'est que je me casse souvent la figure et que je remonte après sur mes pattes. Mais non, non, je pense que le doute, ça fait vraiment partie des choses importantes, parce que ça permet d'interroger. Je veux dire, si vous avez des certitudes déjà, j'ai horreur des gens péremptoires, je veux dire que des avis définitifs. Là-dessus, je suis assez macronien, je ne vais pas dire macroniste, mais je suis un peu dans le en même temps. Ouais. Et pourtant, je sais trancher, mais c'est vrai que bon. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? L'ignorance, parce que je pense que elle est en partie responsable de tous nos maux. Quand on ne connaît pas les autres peuples, d'aucuns peuvent être racistes, antisémites, des choses comme ça. Donc je me dis que s'ils étaient mieux éduqués, s'ils étaient plus cultivés, peut-être qu'ils n'auraient pas ça. Mais je peux tout à fait comprendre que dans des campagnes isolées, que dans des contrées lointaines, on ait des réactions un peu pulsionnelles, émotionnelles, qui ne fassent pas appel à la raison et à la culture. Et du coup, vous le comprenez peut-être moins, vous qui habitez au plein cœur de la capitale, Ouais. vous le comprenez peut-être moins d'urbains et de parisiens, de gens qui ont éventuellement une forme de racisme ou une forme de... Ouais, moi je trouve qu'en plus de ça, c'est quoi, je vais dire quelque chose d'horrible, mais c'est complètement ringard d'être raciste aujourd'hui, je veux dire, dans un pays qui compte quand même 10% de migrants. Je veux dire, où on s'est fait, moi j'ai vécu au milieu d'eux, j'ai vécu en cité, en foyer, j'étais qu'avec c'était vraiment black, blanc, beurre et jaune. Donc vraiment, je veux dire, moi c'est un truc qui ne m'a jamais effleuré l'esprit. J'ai jamais eu, je pense, de comportement raciste. En plus de ça, comme j'étais un petit enfant malheureux étant gosse, c'est vrai que j'avais beaucoup d'affection pour des potes issus de l'immigration. C'est-à-dire que les blacks, je me rappelle, j'avais un copain black et puis un copain arabe. Donc vraiment, c'est des choses qui, pour moi, sont complètement inconcevables. Mais peut-être que vous l'avez connu, parce que vous avez longtemps été, vous l'êtes toujours un peu, mais vous l'avez été plus à une époque, au milieu du showbiz. Vous l'avez vécu dans le showbiz, qu'il y avait une forme pas forcément de racisme, mais d'esprit de supériorité par rapport au reste de la population. Oui, alors ça, c'est un truc qui est assez agaçant. Je veux dire, c'est l'espèce de mépris. Puis comment dirais-je, cette suffisance, cette idée d'appartenir à une certaine coterie, d'avoir raison contre les autres. C'est un truc qui m'agace beaucoup. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à défendre le fait que j'aime le droit, le devoir, l'ordre, l'autorité, etc. Alors que mes petits camarades sont, je vais dire par exemple, je suis tout sauf les filles. Et je me suis fait mais violemment, comment dirais-je, déchiré par mes congénères parce que je trouvais que j'avais beaucoup changé, que je m'étais droitisé, etc. Ce qui n'a rien à voir. Je veux dire, mais simplement, je n'aime pas les extrêmes, je n'aime pas les choses qui me font peur. Et puis, non, c'est pas mon truc. Donc mais il y a j'ai failli prendre une photo parce qu'un jour j'avais vu, je sais pas si c'était Binoche ou Balibar, enfin peut-être qu'elles étaient toutes les deux, en tout cas j'ai vu deux nanas. Je pense qu'elle est huppée à Saint, qui était avec un verre de vin et une cigarette et qui, voyant les gilets jaunes, disait on est avec vous, on est avec vous. Je disais mais qu'est-ce que c'est grotesque, je veux dire, ça m'a vraiment fait de la peine, je veux dire qu'ils sont pas, ces gens-là ne savent même pas. Moi j'ai la chance d'avoir une maman qui est assez âgée, parce qu'elle a 89 ans, qui a une toute petite retraite, et je sais ce que c'est que ces gens qui comptent. On les aide beaucoup, mais elle compte, et quand on prend un fromage à 2,80, elle me dit est-ce que tu es dépensier? Moi, le mien, je l'ai à 2,33 à Auchan, etc. Il est beaucoup moins cher, puis il est aussi bon, etc. Et je sais ce que c'est pour ces gens-là que d'un sou. Et ma mère a des économies. Elle a fait toute sa vie, je crois qu'elle a eu des économies de côté, alors qu'elle n'a pas gagné un sou. Des milliers et des cents, mais moi, je suis très, très respectueux des petites gens. Je me rappelle toujours de Belmondo, qui avait laissé un souvenir si impérissable au Théâtre des Variétés. Il allait saluer toujours les caissières, les comment dirais-je, les techniciens de surface, comme on dit aujourd'hui. Il aimait tout le monde, il souriait à tout le monde, et
Et je trouvais ça, quand je l'ai vu là-bas, je trouvais ça... C'est pas si commun, parce que je trouve qu'au nom de quoi... Justement, on y vient, vous me parliez tout à l'heure de pessimiste actif. Et moi, je voulais vous demander, qu'est-ce qui vous rend optimiste, et notamment optimiste pour l'avenir, dans un pays qui est globalement l'un des plus pessimistes du monde? Alors il y a une chose qui est très, très curieuse, c'est que là, on est quand même la 6e puissance mondiale, on est un pays riche, on a la chance d'avoir des institutions, on a la chance d'être un pays quand même très très structuré, d'avoir une belle administration, quoi qu'on en dise, et côté de ça, on est le pays qui consomme le plus d'anxiolytiques. Donc ce qui est complètement fou, j'ai l'impression que chez les Français ne savent pas se regarder. C'est-à-dire que ce qui a été absolument magique, c'est cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, où les gens se sont retrouvés, les gens se sont aimés, les gens étaient heureux d'être ensemble. Il n'y avait ni noir, ni arabe, ni machin, etc. On parlait de plus rien. On parlait des performances, on parlait de la fierté d'être français, d'être 5e pour la première fois. On n'est pas passé loin du podium. Là, on est 4e ou 5e déjà chez les Paralympiques. Je veux dire, c'est magnifique. Je veux dire, on est un grand pays. Je veux dire que non, moi, je suis très optimiste pour la suite, mais je suis moins optimiste. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est cette jeunesse qui est désabusée, désenchantée, comme dirait la grande prêtresse Mylène Farmer. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toute cette génération-là qui, quand on leur parle retraite, nous rit au nez. Bon, ça dit peut-être qu'on faisait pareil à leur âge, mais qui... y a dans cette génération-là, il y a deux types. Il y a ceux qui veulent travailler jusqu'à 50 ans, travailler à mort, etc., faire gagner du fric et après se barrer. Et ceux qui, comment dirais-je, veulent partir. Moi, je connais beaucoup de gens qui veulent partir parce que l'herbe est toujours mieux ailleurs, qui ne croient pas du tout qu'ils auront une retraite, donc qui font au jour le jour. C'est un peu carpe diem. Ça me fait un petit peu peur. C'est quand une jeunesse ne croit plus en l'avenir, c'est toujours flippant. Mais qu'est-ce qu'on leur a réservé à part une planète qui se... avec des inondations, sur des crues énormes, des incendies partout, et le réchauffement, tout ça, je veux dire que alors qu'on est de plus en plus avec l'intelligence artificielle, on a quand même les moyens de régler plein de choses, et puis on a des gens qui ont quand même alerté pendant des années, et je pense que on met la poussière sous le tapis. Et la seule chose qui me ferait peut-être flipper, c'est la montée des extrêmes un peu partout, notamment en Europe et puis dans le monde, parce que parallèlement aux deux blocs, je veux dire, il y a le BRICS qui se forme, mais avec des pays comme l'Iran, la Turquie qui veut maintenant entrer dans les BRICS et tout, qui ne sont quand même pas des très très grandes démocraties. Je veux dire, l'Arabie Saoudite, les Émirats Unis. Donc c'est un peu flippant, et c'est la raison pour laquelle je suis un peu anti-religieux, parce que je trouve que toutes ces religions-là, ça nous amène, parce que le problème, c'est le problème religieux au bout du compte. Je veux dire, c'est l'islamisme qui est une adaptation, une interprétation de l'islam, parce que moi j'ai quand même plein de copains musulmans, je veux dire, qui me vantent les vertus de l'islam, mais je dis oui, mais regardez ce qu'on en fait dans certains pays, je veux dire, la charia, ces choses-là et tout, ce qui est même pour eux aberrant, ça n'existe pas, je veux dire. Mais c'est quand même c'est la religion qui monte, et puis la première religion au monde, quoi. Quand il y a 1 milliard de personnes, je veux dire, qui croient en cela, j'espère qu'ils ne croient pas tous, que tous les musulmans ne croient pas aux vertus de la charia, mais ça fait peur, quoi. C'est paradoxal ce que vous me répondez, parce que moi j'entends que vous me dites je suis pessimiste actif, après vous me dites je suis quand même très optimiste pour l'avenir, et puis après vous me dites... Tout à fait, mais j'assume cette contradiction, parce que c'est vrai, je suis optimiste parce que je me dis au bout du compte on s'en sort toujours, et je veux dire on y arrivera. J'ai regardé la preuve, le Rassemblement National était aux portes du pouvoir, il y a eu un arc républicain, après maintenant on s'est dit tout à coup, non, l'extrême gauche c'est pareil aussi, il faut les virer aussi, alors qu'on s'est servi d'eux. Donc vous voyez, mais bon, il y a toujours, je pense que les Français, enfin c'est quand même, j'espère qu'on est encore, je veux dire, le pays des Lumières et le pays de un exemple de démocratie, mais je pense qu'au bout du compte on sait rectifier le tir, mais c'est vrai que c'est au nom après des méandres qui sont un peu inutiles. La fameuse phrase de Sylvain Tesson,
France était Ah oui, est un paradis dans lequel les habitants pensent qu'ils sont en enfer. Ouais. Ça, c'est tellement juste. Et c'est vrai, il a été très décrié, mais moi, je trouve que c'est tellement ça. J'arrive pas à comprendre. Alors, c'est vrai que nous les jeunes retraités, c'est vrai qu'on est plutôt dans une position... surtout après avoir travaillé toute sa vie et continuer de travailler, parce que moi, je n'ai jamais bossé autant que depuis que je suis retraité. À mon rythme, en tout cas, je bosse pas mal. Et je trouve qu'effectivement, on est peut-être un peu plus chanceux que peut-être... on regarde ça avec beaucoup de recul, parce que c'est vrai qu'à la différence de nos parents, on n'a pas connu les guerres, par la guerre du Koweït, encore devant la télé. Non, c'est vrai qu'on n'a pas connu ces choses-là, on n'a pas connu les grandes révolutions. En 68, moi j'avais 10 ans, et c'est vrai que ça faisait un peu peur, mais on regardait ça à la télé. Et pourtant j'étais à côté, puisque j'étais au lycée Lavoisier. Mais non, on n'a pas connu tous ces... ce qu'on connaît, c'est comment dirais-je, la terre abîmée. Ça, c'est vraiment ce qu'on commence à connaître avec ces pics de chaleur, ces crues, etc. Et ces incendies. Mais sinon, on a été plutôt... on était bien nourris, on a bien éduqués, on a fait des études, donc on a eu cette chance-là. Je ne sais pas si la génération est pauvre, vous savez, la génération étudiante aujourd'hui est très pauvre. C'est-à-dire que j'ai très peur qu'ils aient à souffrir de ça, je ne sais pas comment... Mais c'est la raison pour laquelle ils sont peut-être aussi solidaires et qui s'intéressent énormément à l'environnement, qui s'intéressent énormément je pense par exemple à ce type là, qui est Paul Watson là, qui se bat pour sauver les baleines. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui sont investis dans des jolies causes comme ça. Alors en général, je termine l'interview par une question où je demande à mes invités qu'est-ce qu'il faut leur souhaiter pour l'avenir. Moi, j'ai 2 choses à vous demander finalement. Je vais pas utiliser cette question. Déjà, je vois chez vous, il y a une plaque, je le dis aux auditeurs qui ne la voient pas, il y a une plaque Boulevard Patrick Adler, célèbre imitateur. Alors ça, c'est très drôle, ils m'ont fait ça pour mes 50 ans, ils m'ont offert ça, et ça m'a tellement fait rire, parce que j'ai dit, du coup, je l'ai gardé, ça m'a fait rire. Effectivement, moi, je suis de cette génération, je suis né en 65, qui vous a connu d'abord comme imitateur. Ouais. Et donc, j'avais une petite question à vous poser par rapport à ça, et ensuite, j'aimerais vous parler de votre pièce. Mais ma première question, c'est, de toutes les imitations que vous avez faites à l'époque, et Dieu sait que vous en avez fait beaucoup, c'est laquelle que vous préfériez? Écoutez, moi, il se trouve qu'avant, j'imitais Claude Pieplu, et puis un beau jour, j'ai un copain qui me dit, si tu éclaircis un peu la voix, c'est Maria Pacôme, parce que tu as tellement ce sens de la rupture et tout. Et en fait, il y a 3 imitations qui pour moi ont été des imitations phares, où les gens m'appelaient comme ça dans la rue. C'était Zezette, évidemment, parce que j'ai pris la suite de Marianne Chazelle qui m'en a sugré. Et Maria Pacôme, les gens disaient comment elle va Maria, etc. Je dis, je vais très bien, c'est tellement merveilleux. Et donc ça m'a tellement fait rire et tout. Et elle ne m'aimait pas beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle est venue me voir à mon premier spectacle, c'était, je me rappelle, au Bataclan, parce qu'on lui avait dit, mais un mec est absolument génial, qui vous imite, mais on croit vous voir et tout. Et elle me dit, vous avez vu, c'est tellement drôle qu'on fait Désir, la Stéphanie Chardimis Rousseau, mais il fait beaucoup rire. Et cette Barbara, puis merveilleux. Alors, il y a une chose, vous démarrez le spectacle avec une femme, c'est qui? Et je dis, a priori c'est vous. C'est ridicule. Et donc, j'ai pris ça dans les dents. Après, j'ai fait 2-3 trucs avec elle. Parce qu'évidemment, comme c'était des trucs du rire, au Festival d'Alpe d'Huez, etc., on était invités. Moi, j'étais avec Brialy, je faisais le gala d'ouverture, le gala de clôture, et c'était elle la présidente, et elle était très autoritaire. Elle me disait, vous faites pas trop comme d'habitude, c'est agaçant des fois. Et je disais, mais c'est incroyable. Et quand je suis allé la voir dans cette pièce merveilleuse qui s'appelait La Maison du Lac avec Jean Piat, où elle avait remplacé au pied levé, ce qu'elle le dire, parce qu'elle s'était cassé la patte, je crois que c'était Daniel Darieux, ou l'être, je me rappelle, enfin peu importe. Et j'avais attendu une bonne vingtaine de minutes avant parce qu'on lui avait dit, il y a Patrick Adler qui aimerait vous voir, etc. Il dit, bonjour, ça vous a plu, c'est très bien, formidable. Vous avez vu, puis alors, elle m'a tout de suite dit, ce pauvre Jean-Pierre qui a mal aux jambes, ça fait de la peine, ça s'est pas senti, Et elle m'a pas demandé si je continuais à l'imiter. Et je me suis dit, bon, écoutez, je vous souhaite un bon retour, merci d'être venu, etc. Mais j'ai vu qu'elle a toujours des rapports très... Parce que les gens, le jour où elle est décédée, ça m'a fait hurler de rire. D'ailleurs, j'ai appelé François Pacôme, son fils, je lui ai dit, écoute... je voudrais te rassurer parce que j'avais des messages sur Facebook, tout ça qui disait toutes nos condoléances, j'imagine que ça doit être une perte immense, etc. Et je disais à tout le monde, attendez, je ne suis pas quelqu'un de sa famille, je ne suis pas son fils.
Simplement, un peu comme Henri Tizot avec Charles de Gaulle, l'imitateur qu'on reconnaît comme imitant Madame Maria Pacôme. Et je lui dis rien de plus, quoi. Mais c'était drôle que les gens avaient associé le personnage à ça, et ça m'a. Moi, j'étais très flatté en même temps, parce que c'était quelqu'un qui m'a tellement fait rire, et qui est tellement un monstre sur scène, quoi. Mais souvent, j'ai remarqué que les vieilles comédiennes sont très très dures et très. J'ai vu ça avec Marthe Mercadier, Claude Jansac. Elles sont pas des filles faciles. Hein. C'est des femmes de grands caractères. Et alors maintenant, pour conclure, on va parler de cette pièce. C'est bien une pièce, c'est pas un livre que vous avez écrit qui s'appelle Je vous croyais mort. Je vous croyais mort. Donc j'imagine que c'est une phrase que vous avez entendue quand vous avez... Alors, non, il s'est passé une chose, c'est qu'un jour je prends le train pour aller à Saint-Malo. Ouais, où habite votre maman Non, ma mère elle habite en banlieue parisienne, mais nous sommes d'origine bretonne. Donc j'ai beaucoup de famille en Bretagne et on allait à Saint-Malo toute notre enfance. Et donc, il y a une femme qui avance, une femme d'un certain âge, qui avance dans la travée. Elle avance, elle recule, elle se plante devant moi et me dit « C'est vous ?» Je réponds amusé « Oui ». Et elle me dit c'est comment déjà votre petit nom? J'ai dit petit déjà. J'ai dit écoutez, allez, on va essayer de vous faire deviner. C'est pas Gérard, c'est pas Canteloup, je vois pas. C'est pas Patrick Sébastien, c'est pas Lecoq, je vois pas. Dites-moi, aidez-moi. Je dis qu'est-ce qu'on fait? Vote du public, 50-50. On appelle un ami. Elle m'a dit oh, dites-moi. Je dis Patrick Adler. Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Vous savez quoi? Je vous croyais mort. J'ai dit, ben non, regardez, il est vivant. Et après, elle continue. Alors, deuxième vent, elle me dit, oh là là, quand je me rappelle. Je regardais la télé, je l'écoutais à la radio. Vous aviez beaucoup de talent, déjà. Et après, elle me dit, et alors là, maintenant, vous ne faites plus rien. Donc, je monte un crack. Je dis qu'on a monté une bonneterie une mercerie avec maman, parce que dans le bouton, il n'y a que du bon, etc. Puis à la fin, je dis, mais non, c'est des blagues. Non, je continue un petit peu, regardez mon site, j'écris, je suis chroniqueur, machin, blablabla, puis je fais des... Et elle me dit, en tout cas, continuez, parce que rappelez-vous toujours ce que je vous ai dit, vous aviez beaucoup de talent, devant des gens médusés qui écoutaient la conversation, et moi, je ne savais plus où me foutre. J'arrive à Saint-Malo, et j'étais quand même assez décontenancé, je me marrais intérieurement, mais en même temps, je venais de me prendre 4 vents assez sérieux pour une ville qui est battue par les vents, ça allait, de soi. Et je raconte mon histoire à mes amis à Saint-Malo. Ils me disent, c'est le début d'un spectacle. Je dis, tu crois? Oh, puis je le fais. Et en fait, c'est un truc que j'ai fait il y a un an et demi, qui s'appelait Adler, #NoFilter, etc., Adler sans filtre, où je parlais de la vieillesse, etc., de la fracture numérique et tout ça et tout. Et je racontais un petit peu cette histoire, mais en filigrane. Et un beau jour, donc, il y a un type à qui je raconte ça qui me dit, ah, puis c'est tellement drôle, vous pourriez en faire un titre, il ne savait pas que c'était un spectacle, il dit, je vous croyais mort, c'est tellement génial. Et je fais un post justement sur Palmade et tout, et puis il y a les Chevaliers du Fiel qui me disent, je suis tellement d'accord avec toi, c'est bien d'avoir pris position, blablabla. Donc je vais faire BFM, enfin toutes les radios suite à ça. Et Éric Carrière des Chevaliers du Fiel me dit qu'est-ce que tu deviens? Je dis écoute, je sais pas, je suis en train d'écrire un truc et je raconte l'histoire et il me dit puis là t'as le titre. Je croyais mort, c'est tellement génial, et puis en plus toi qui oses tout et tout. Et du coup, et ben voilà, ça va s'appeler Je vous croyais mort, et donc j'ai fini d'écrire le spectacle. La bande son est en montage aujourd'hui, puisque j'ai donné tous les éléments musicaux, et je vais commencer à tourner, je vais aller à Andorre, donc ça va être une forme de rodage pendant 4 jours. Je vais le faire dans quelques endroits et puis je vais faire un showcase avant la fin de l'année à Paris. C'est autobiographique? Ah ben l'histoire est autobiographique. Après c'est une réflexion d'un type de plus de 60 ans qui est à la retraite et qui se dit comment il va échapper à la fracture numérique, à ce fameux hashtag, à tous ces signaux signes qu'il ne connaît pas, en même temps qu'il va parler de ce monde actuel avec les réseaux sociaux, etc. On est perdu parce que, en fait, pour échapper à la mort, échapper à l'ennui, je veux dire, comment faire pour s'adapter dans cette société-là. Alors ça va être très chanté, très parlé, il va même y avoir des airs d'opéra sur lesquels je vais m'exercer par moment. C'est un spectacle joyeux, mais il y a des gens qui disent quand ils voient la tombe... En fait, sur l'affiche que vous avez dû voir, c'est marqué Patrick Adler, donc avec ma tête qui rigole, et en dessous c'est marqué 15 avril 1958, 3 petits points. Il n'y a pas la date de fin. Pas la date de fin. La date de début, donc c'est la ça. date de fin. Et avec, en dessous de la tombe, un petit iPhone avec marqué Fake News.
parce qu'évidemment, c'est arrivé aussi à quelques-uns de mes camarades où ils ont vu un jour qu'ils étaient morts, ils étaient annoncés comme morts et tout, donc ça les a fait beaucoup rigoler. Et moi, j'ai regardé l'autre jour, et je suis déjà dans une rubrique sur Internet où c'est marqué artistes encore en vie, artistes dont on ne parle plus mais qui sont encore en vie. Et ça m'a fait rire de voir que j'étais quand même dans le lot pour Patrick Adler, humoriste imitateur, 65 ans, à l'époque ils ont dû faire ça il y a un an, 65 ans. Que sont-ils devenus Parce qu'il y a les deux choses sur les réseaux sociaux et notamment Facebook. Ouais. Vous avez à la fois les gens qu'on dit morts alors qu'ils ne le sont pas, ouais. Et vous avez régulièrement, vous avez dû le voir, des gens qui vous disent, qui font d'un coup rendre hommage à quelqu'un comme s'il venait de disparaître en disant « Oh le pauvre il est mort », alors que ça fait 10 ans qu'ils sont morts, ouais. Et d'un coup ils se réveillent et alors les gens du coup en commentaire disent mais il est mort il y a 10 ans, pourquoi tu nous le fais pas? Non, parce qu'ils viennent de le découvrir eux-mêmes. Bien sûr. Par exemple, l'autre jour, il y a un type, ça a été ça avec Marthe Villalonga, qui est dans une maison de retraite, mais qui a 93 ans, donc elle vit très très bien, et elle s'éclate bien. Bon, il y en a une qui fait parler d'elle beaucoup plus, c'est Judith Mack, qui a 97 ans, qui est tous les soirs au théâtre de Poche. Donc, mais il y a plein. Et Cavrivière avait fait ce truc génial qui s'appelait Mouru pas mouru, qui était tellement drôle parce que c'est vrai que des fois on se dit ah putain, mais oui, c'est vrai qu'il est encore en vie. Mais parce que dès lors que vous sortez des radars, c'est terrible. Vous n'existez plus. Surtout. Comment dirais-je, médiatiquement. Et il y a des gens qui ne peuvent pas supporter l'idée qu'on puisse être à la retraite, planter ses choux, avoir envie de bouquiner, de voyager. On n'est pas... Et là, moi, on me dit, non, mais un artiste, c'est jamais à la retraite. Ben, je pense que dans 2-3 ans, même, j'apprendrai peut-être définitivement. Sauf si j'ai l'occasion de faire de la radio. Moi, la scène, je peux ne plus en faire, ça ne me gêne pas. Après, mais par contre, écrire et faire de la radio, oui, ça. Moi, j'ai un vœu pieux. Je voudrais faire José Arthur en fin de vie. C'est-à-dire que je voudrais vraiment ouvrir un pop club et avoir tous les soirs des artistes qui viennent parler de leurs pièces que moi je vois, et parce que je trouve ça fascinant. J'ai découvert cette nouvelle qualité, c'est de savoir parler des autres. J'avais déjà fait du temps où j'étais à France Bleu Vaucluse pendant le festival d'Avignon, où il y avait tout le monde qui venait vers moi en disant « Attends, il nous a défendu le sujet, mais c'était incroyable ». Et c'est pour ça qu'après, on m'a demandé d'entrer Starter. Et vraiment, je n'aime rien tant que de parler des gens. Donc la radio, c'est un truc qui vraiment me manque aujourd'hui. Vraiment, si j'avais la possibilité de reprendre quelque part. La télé, pas du tout. J'ai aucun état d'âme. Ça. Maintenant, j'ai les cheveux blancs, j'ai comme ça des gens. Alors, je suis assez content parce que les gens me reconnaissent encore un peu, mais ils disent vous avez changé. C'est là, 66 ans, madame. Je suis pas du tout comme vous m'avez connu. Mais on reconnaît votre sourire à vos yeux. Mais effectivement, moi, je vous dis aussi, puisque vous l'avez vécu, mais la radio, c'est un média. La radio, moi, aujourd'hui, j'en fais quelque part, parce que le podcast, c'est un peu de la radio pour monsieur tout le monde. Ouais. Mais la radio, c'est vraiment le média le plus libre et le plus libre en même temps. Oui, le plus libre en même temps, parce que il y a des choses où vous pouvez arriver, comment dirais-je, chagrin le matin, etc. Et tout de suite, ça vous refile la pêche, et puis vous n'êtes pas forcé d'être habillé, maquillé, etc., d'être avec le masque, quoi. La radio, je trouve que c'est beaucoup plus authentique et c'est beaucoup plus libre. Et moi, j'ai adoré les années. Je regrette beaucoup parce que je m'étais fâché un temps avec lui. Maintenant, c'est fini, mais bon, il m'a jamais repris. Avec Ruquier, quand on faisait Rien à cirer, mais qu'est-ce que j'ai. Après, j'ai fait comment ça s'appelle, Tête de vainqueur à Europe 1 Sport, c'était avec Vincent Ferniaud, c'était très sympathique. Après, j'ai fait pendant quelques temps, mais c'était pas trop, même pas une année avec. L'émission s'est arrêtée sur Bel RTL avec Cécile de Ménibus, qui s'appelait le Ménibus des stars. Mais vraiment, j'ai adoré toutes ces. Eh ben, ça reviendra sans doute. En tout peut-être. En tout cas, on vous souhaite un plein succès pour votre pièce de théâtre. Merci. Et puis, une belle vie, une belle continuation de vie. Ah oui, écoutez, déjà, j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai pas de soucis de santé. C'est bien. Alors, la coxarthrose des hanches, mais enfin, après, c'est une affaire j'ai une prothèse et puis ça ira mieux. Mais non, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment formidable parce que quand je vois autour de moi d'abord le nombre de personnes que j'ai dû
enterrés à qui j'ai dû dire au revoir, ou d'autres qui sont malades, d'autres, on apprend qu'ils sont fragiles. Je me dis, vraiment, la vie pour l'instant, m'a épargné à ce niveau-là. C'est le principal. C'est chouette. Merci Patrick Agler. Merci à vous.